Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le castor. C'est la première fois que je tourne un épisode hors Normandie puisqu'il n'y a pas de castor dans ma région. Et là je suis à côté d'Orléans sur les bords de la Loire. Je suis donc avec Paul qui est mon intervenant castor. Est-ce que Paul, tu peux te présenter? Oui, donc Paul Hurel, je suis chargé de mission à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et je travaille notamment sur les mammifères semi-aquatiques comme le castor. On ne voit pas le castor dans la journée parce qu'il est dans le terrier, donc en train de dormir dans la journée, mais par contre oui, on voit les indices qu'il aura laissés en fait la nuit. Donc on peut voir des coupes, des écorçages, des terriers, des barrages, donc là c'est ce qu'on va aller chercher sur cette journée. Là du coup on doit avoir une coulée de castor. C'est même fort probable. On voit vraiment qu'il y a de l'herbe qui a été vraiment aplatie comme ça, avec une largeur qui peut correspondre au castor. On est sur un diamètre de 15-20 cm. Il y a de fortes chances qu'il y ait une coupe de castor au bout de la coulée. Parce que quand le castor sort de l'eau, vraiment c'est pour consommer de la végétation. Donc on va remonter la coulée puis on va voir sur quoi on peut tomber. Derrière tu as l'écorçage qui est bien frais derrière, le troisième. Et là tu as deux coupes très fraîches. On est bien tombé donc sur un chantier de coupe en fait, où on le voit en fait derrière nous, il y a 3 arbres qui ont été coupés et écorcés. Et c'est vraiment très frais, là c'est vraiment en cours de consommation. Donc là on retrouve vraiment au pied de l'arbre déjà toutes ces écorces que quand le castor va arriver sur le tronc, il va donc d'abord écorcer l'arbre. On voit des traces de dents en fait sur le tronc, qui va lui permettre donc d'enlever d'abord la première couche, l'écorce, et ensuite pour atteindre l'aubier. Et quand il est dans l'aubier, donc là clairement il va commencer à inciser l'arbre. Donc là on voit que l'arbre commence à être coupé, on dit que c'est un peu coupé en K, parce que ça fait une incision vraiment sur le côté, on va le faire comme ça. Et donc du coup là vraiment son objectif au castor c'est de progressivement faire le tour de l'arbre, couper, enlever encore des copeaux de bois, pour réussir à faire tomber l'arbre et atteindre le houppier, le haut de l'arbre, où il y a vraiment des jeunes feuilles, des jeunes branches qui vont vraiment l'intéresser. Le castor va consommer en fait que du ligneux. Que ce soit des grands arbres comme du saule, du peuplier, mais aussi des petits arbustes où il va donc consommer l'écorce et puis les branchages, les feuillages. Quand il va arriver en fait sur un arbre comme ça, sur un tronc, il va se dresser souvent sur ses pattes arrière et en fait sa tête va basculer, donc il aura les deux incisives, en tout il en a 4, il en a 2 supérieures, 2 inférieures. Il va s'agripper comme ça avec les 2 supérieures sur l'arbre et ces 2 inférieures vont venir justement écorcer le bois. Le castor est le plus gros rongeur d'Europe. C'est le deuxième par contre plus gros rongeur au monde. Il y a le capybara, mais qui n'est pas présent chez nous, c'est présent qu'en Amérique du Sud. Et donc le castor est vraiment très gros. Souvent les gens sont surpris de la taille, parce que c'est vrai que c'est 2 fois plus gros facile qu'un ragondin. On est dans les 1m10 à 1m20 de longueur avec la queue. Et ça peut atteindre 20-25 kg. Donc c'est vraiment un très gros animal. Et qui est un mammifère semi-aquatique. Semi-aquatique, ça veut dire en fait qu'il va y avoir 2 phases dans son mode de vie, à la fois dans l'eau, donc dans le milieu aquatique, et sur le milieu terrestre. Le milieu aquatique, ça va principalement être pour lui, pour le déplacement, et le milieu terrestre, ça sera surtout pour la consommation, et puis également pour faire son terrier. Là, tu as un terrier hutte en fait, c'est un des gîtes principaux du castor, et c'est là qu'il va se reproduire ou qu'il va se reposer la journée. Et là, ce qu'on voit, c'est la hutte. C'est vraiment la partie haute, avec des bouts de bois que le castor a coupés, qui va le ramener et qui va lui servir de toiture au-dessus de son terrier. Et là, il faut imaginer qu'en dessous de la hutte, on a un terrier qui a été creusé par le castor avec une chambre qui est au sec, où le castor va se reproduire, va mettre bas, normalement en moyenne, c'est 2 jeunes par an qu'on appelle des castorins. Et dans ce terrier, on va retrouver les 2 jeunes qui sont nés, les castorins, des subadultes, donc 2 jeunes de l'année d'avant, et les 2 adultes qui sont fidèles, le père et la mère. Donc jusqu'à 6 individus dans un terrier comme celui-ci.
Donc là on vient de trouver une borne à castoreum. Donc on peut le voir ici, en fait c'est déjà en termes visuels on s'en rend un peu compte, il y a des genres de petits monticules comme ça. Alors sur la Loire c'est très facile à les voir parce qu'on a vraiment un substrat très sableux. Donc le castor va en fait sortir de l'eau, donc souvent ça va être le soir dès qu'il va commencer à sortir du terrier-hutte, et il va venir marquer en fait son territoire sur ces petits monticules de sable qu'il va ramener donc avec ses pattes avant sur ses pattes arrière, et il va sécréter une substance donc on appelle le castoreum. Et après souvent donc on prend juste un bâton comme ça et on plante un peu à l'intérieur, et après à l'odeur, alors on se rend vraiment compte de l'odeur un peu goudronnée. Très marqué, alors souvent ça se sent à plus d'une dizaine de mètres, surtout l'été quand il fait assez chaud, ça se répand assez vite et sur les secteurs où vraiment le castor va marquer son territoire comme ça, il y a vraiment beaucoup de bornes, beaucoup de castoreum, parfois c'est même intenable, on ne peut pas rester trop longtemps avec cette odeur là dans le nez, quoi. Le castor avait quasiment disparu en fait d'Europe vers le XVe siècle, alors qu'il était communément présent dans toutes les régions de France et d'Europe. Et il a été vraiment surchassé à la fois pour la consommation de sa chair, mais aussi pour sa fourrure, et aussi pour le castoreum, qui était utilisé en parfumerie notamment. Au début du XXe siècle, il en restait qu'une centaine d'individus dans le sud de la France en Camargue. Et c'est qu'à partir des années 1968 où il y a une protection nationale de l'espèce et aussi des réintroductions. Il y a des animaux qui ont été capturés dans le sud de la France et qui ont été relâchés dans différents bassins en France, notamment dans le bassin de la Loire, le bassin du Rhône. Et aujourd'hui, on retrouve donc beaucoup de castors sur ces bassins hydrographiques, mais aussi dans des pays frontaliers comme en Belgique, en Allemagne, où il y avait d'autres foyers de population aussi résiduels au début du XXe siècle. Là on a un barrage typique de castor. L'objectif pour un castor, pour faire un barrage, en fait il y a deux raisons souvent. C'est donc de faire monter le niveau d'eau en amont du barrage pour avoir l'entrée de son terrier qui soit vraiment toujours immergé sous l'eau. Il y a beaucoup de petits cours d'eau en France, et surtout en été où forcément le niveau d'eau devient un peu profond et l'entrée du terrier du coup est plus immergée. Deuxième raison donc pour le castor de créer ces barrages, c'est donc d'étendre sa zone d'alimentation, donc il va faire déborder le cours d'eau. On va avoir des créations de zones humides comme ça de part et d'autre du cours d'eau, et ça va donc lui permettre déjà au castor lui d'atteindre d'autres boisements pour sa consommation. Et ça va permettre aussi à d'autres espèces de venir, que ce soit des espèces végétales ou animales. Donc là, le castor joue un peu un rôle d'espèce parapluie, justement, grâce à sa présence, à la création d'un barrage. Grâce à lui, dépend la présence de plein d'autres espèces qui ne seraient pas présentes si le castor n'avait pas construit son barrage. On dit aussi du castor que c'est un ingénieur des écosystèmes, parce que du coup, il façonne vraiment le cours d'eau en créant ce barrage, en créant de nouvelles zones humides qui tendent à trop disparaître chez nous tout de suite. Après avoir cherché des indices de présence toute la journée, nous sommes partis le soir en canoë sur la Loire pour espérer voir les castors. Petit rappel de la différence entre le castor et le ragondin pour ne pas les confondre. Il y a 2-3 différences vraiment notables entre le castor et le ragondin. Déjà, si on a la chance de voir les animaux sur berge, le castor a la queue plate, donc déjà ça tranche vraiment avec le ragondin qui lui a une queue cylindrique. Ensuite, le ragondin va être 2 fois plus petit en moyenne. Bon, après, c'est dur de jauger la taille quand on n'a qu'un seul animal en face de soi. Mais le ragondin, on va avoir plutôt des moustaches blanches qui sont vraiment très marquées blancs sur le devant de la tête du ragondin, alors que chez le castor, on va vraiment pas avoir cet aspect de moustache blanche qui va ressortir. On aura plutôt une grosse truffe, un peu de chien. Et ce qui peut aussi les différencier, c'est à la nage. Parce que c'est souvent aussi qu'on voit ces animaux-là à la nage. Donc le castor ne va avoir que la tête qui sort de l'eau, alors que le ragondin, lui, aura la tête et il y aura une deuxième bosse qui est le bas de son dos en fait.
Donc là derrière moi, tu vois, on voit un arbre qui a été coupé par le castor. Le souci qu'il y a là, c'est que cet arbre-là a certainement été planté par un propriétaire riverain du cours d'eau. Et cette personne-là attendait une certaine rentabilité économique de l'arbre qu'il avait coupé. Donc là, le castor l'a coupé et malheureusement, ça entraîne certains conflits avec les activités humaines. Et c'est un autre souci aussi qu'on a avec le castor, c'est notamment quand il crée ses barrages, ça peut aller jusqu'à inonder certaines parcelles agricoles, donc pareil, l'agriculteur ne pourra pas exploiter sa parcelle, ou parfois inonder même des propriétés privées sur des jardins, parfois des caves dans des maisons, donc c'est un peu les soucis qu'on peut voir aussi avec l'espèce castor. Il arrive donc que certains riverains excédés cassent les barrages, et s'en prennent même à l'animal en tant que tel, que ce soit donc du braconnage ou alors même parfois détruire les terriutes. Donc les terriutes, les barrages et l'animal en tant que tel sont protégés et ça peut être puni jusqu'à 150 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement, donc c'est des choses qu'il faut vraiment pas faire. Le mieux, c'est quand il y a des soucis avec le castor comme ça, c'est d'appeler l'ONCFS, on viendra pour prodiguer les conseils pour que tout se passe au mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. C'était une expérience géniale pour moi de réaliser ce tout premier épisode hors de ma région et en plus pour cette espèce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater, il y a des choses vraiment cool qui arrivent. Et comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires, je vous dis à très vite.